Bon dimanche, mesdames et messieurs. Vous connaissez le principe de l'émission. Avec un invité, nous commentons l'actualité de la semaine. Pour ce dimanche, nous avons fait venir pour vous, en tout cas pour la première fois depuis plusieurs années, Maître Guillaume Manjolo, au cadre de l'ULDC, Union des libéraux démocrates chrétiens, parti cher au ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntonga Moulongo. Maître Guillaume Manjolo est aussi communicateur de majorité présidentielle. Maître Guillaume, bon dimanche et soyez les bienvenus en tout cas sur ce plateau. Bon dimanche à vous aussi et merci. Comment vous allez? Ça va. Et contrairement à ce que vous dites, c'est pas la première fois que vous me recevez, vous m'avez déjà reçu il y a quelques temps. J'ai dit la première fois après plusieurs années. Exactement. Voilà. Il y a quelques temps, vous m'avez reçu, vous m'avez fait cet honneur-là de me recevoir. Voilà. On avait parlé à l'époque de certaines choses assez intéressantes qui étaient en dehors des activités politiques, c'était plus lié à l'écriture. Ok. Maître, vous êtes membre au cadre de l'ULDC, mais ce parti-là, en tout cas, n'a pas une grande visibilité par rapport à d'autres partis politiques de la majorité présidentielle. Bon, ça dépend comment est-ce qu'on se positionne pour dire qu'il n'a pas une grande visibilité. Lorsque vous avez un ministre des Affaires étrangères qui est à la hauteur du ministre Raymond Tshibanda aujourd'hui, on ne peut pas dire que le parti n'est pas visible parce qu'il est quasiment le fer de lance des activités de la République depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Dans le sens où il a pour mission d'exécuter directement les instructions du chef de l'État, parce que le patron de la diplomatie numéro 1, c'est le chef de l'État, et par conséquent, c'est lui qui oriente et le ministre Raymond Tshibanda met ça en mouvement. Notamment, qu'ils vous en souviennent, les CNDP, quand il a commencé la coopération, donc c'était toujours pour les comptes de l'ULDC. Et par la suite, aujourd'hui, il gère les affaires étrangères. Est-ce qu'il est visible ou pas visible? Il est totalement visible dans la mesure où, quand je regarde tous vos sondages, tous les sondages de la presse, il est placé sur numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. En tout cas, il ne descend pas en dessous du numéro 4, tout ça, jamais. C'est pour dire qu'il est visible. Oui, en tant que ministre de la République, pas ministre de l'ULDC, en tant que haut fonctionnaire de l'État, mais pas comme un membre de votre parti politique. Moi, je parle de l'ULDC comme entité, comme fait privé. Oui, mais je pense que peut-être que bon, vous vous intéressez plus à d'autres partis politiques de manière quotidienne et tout ça. Et normalement, il y a des activités qui se passent. L'ULDC se trouve, les sièges du parti se trouvent là où tous les sièges des grands partis politiques de la République se trouvent, c'est-à-dire l'avenue de l'enseignement en face du Stade des Martyrs, à côté de tous les grands partis politiques, notamment à côté du MLC. Donc ça m'étonne qu'on puisse dire qu'on ne les voit pas. On ne peut pas être mieux placé qu'à cet endroit-là pour être visible. Ça, c'est un élément. Dans tous les quartiers de Kinshasa, il y a au moins un drapeau de l'ULDC, c'est connu. Mais simplement, vous vous intéressez à autre chose que l'ULDC. On fait peut-être moins de boucans dans le sens désordonné permettant de pouvoir attirer l'attention. Vous savez, quand les choses sont bien faites, de manière ordonnée, c'est pas tellement intéressant pour la presse. La presse a besoin de l'éclat, du choc. Et on n'est pas dans ces registres-là. Nous sommes dans un registre plus policé, plus organisé, plus structuré, plus fin. Et malheureusement, ce n'est pas l'apanage de la presse congolaise. Oui, l'Union des libéraux démocrates chrétiens, bon, apparemment, c'est un parti confessionnel réservé aux chrétiens. Non. Est-ce qu'un musulman aussi peut se retrouver membre de l'ULDC? Bien entendu, il ne faut pas voir. Donc, chrétien, c'est au sens de la droiture, de l'organisation des activités sociales en tenant compte de l'autre. C'est ça, cet aspect-là. Mais simplement, le musulman tient aussi compte de l'autre, tient compte de la rectitude, du comportement et tout ça. Donc, on tire la substance dans les girons ou la sève chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que la sève chrétienne est contre le commerce, par exemple. Elle est pour le commerce, elle est pour les activités, elle est pour l'ordre, elle est pour l'organisation, elle est pour la tempérance, elle est pour la paix, elle est pour le travail. Cette sève-là. Alors forcément, quand un musulman se trouve être dans la même conception des choses, dans la même approche des choses, liées à cette conception-là, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas étiqueté en disant, ce n'est pas une église qu'on a ouverte. On dit tout simplement que notre référence à nous, c'est celle-là. Mais ce n'est pas une église, ce n'est pas une confession particulière que l'ULDC a mise en place. Ok, noté, mais ça n'a rien à voir. Guillaume Manjolo ne veut pas en tout cas démarrer cette émission sans parler de votre parti politique. Bien entendu. C'est vraiment une parenthèse que nous avons ouverte pour débuter cette émission. Nous rentrons maintenant dans la grande actualité. C'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, en principe, ne devait pas être commenté, mais en tout cas, elle fait l'objet d'une grande polémique, de protestations, de réactions qui, en tout cas, viennent dans tous les sens. Il y a le dialogue, le chef de l'État en a parlé depuis pratiquement, ça va faire maintenant une année.
convoqué au mois de novembre 2015, qui ne commence toujours pas. Il y a l'affaire Moïse Katumbi, le recrutement des mercenaires qui défraient la chronique, dont la dernière audition, en tout cas, a tourné court à Lumbashi. Et il y a les phénomènes de doublement des partis politiques, dont l'UEDS en tout cas ne souffre pas, mais il y a d'autres partis politiques qui souffrent et il y a des tiraillements dans ces phénomènes-là, de doublement des partis politiques. Mais Guillaume Manjolo, nous allons en tout cas démarrer notre émission en pensant aux gens de l'Est, particulièrement au Nord Kivu, à Beni, où les gens continuent à être tués pratiquement tous les jours. Et pourtant, lorsque le gouvernement s'est présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter autour du renouvellement du mandat de la MONUSCO, il a été question, ça a été dit par votre autorité morale, le ministre Raymond Tshibanda Ntonga Moulongo, que le pays, à l'est du pays, était pacifié et qu'il n'était plus question que nous gardions pratiquement les mêmes effectifs de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur le plan sécuritaire à l'Est, ça pose problème. Vous avez même suivi sûrement un groupe de députés nationaux de l'Est et même certains députés aussi en solidarité ont claqué une plénière de l'Assemblée nationale pour protester contre l'indifférence du pouvoir central sur ce qui se passe à Beni. Pas plus tard que le samedi matin, les jeunes de la Lucha sont allés organiser un sit-in devant le siège de la MONUSCO et ils ont été chassés, malmenés par la police. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays, particulièrement à Beni? Pourquoi est-ce que ça ne finit pas? Et pourtant, on nous a dit que tout est réglé, le pays est calme. Mais de deux choses l'une. Si vous voulez qu'on commence par la nécessité de la réduction des effectifs de la MONUSCO, c'est un sujet tout à fait majeur pour la République parce que tout simplement, la taille des contingents de la MONUSCO ne correspond pas aux besoins de la République. Ça ne correspond pas aux besoins de la République. On a plus ou moins 18 000 hommes. Est-ce qu'il faut 18 000 hommes pour pouvoir faire le travail qui reste à faire? Personne n'a dit qu'il n'y avait pas un problème au niveau dans la partie est de la République. Personne n'a dit ça. Il y a des groupes, des criminels, connus en tant que tels, qui viennent globalement des pays étrangers, qui sont frontaliers. On peut citer AEDF Nalou et compagnie, autres FDLR ou apparentés FDLR, et des petits groupuscules de cette nature-là qui sont en train de faire des actions terrifiantes pour la population. C'est une réalité. Est-ce qu'il faut 18 000 hommes pour pouvoir les traquer? Non. Et ces 18 000 hommes sont où pour l'instant? Parce que vous posez une question et en même temps vous ne tirez pas les conséquences de votre question. Vous dites, on veut qu'ils partent et ils disent qu'ils doivent rester parce que l'état de la sécurité n'est pas encore maîtrisé. Très bien. Mais puisqu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas empêché à ce que ça se fasse? Parce qu'ils sont là pour ça. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont-ils pas fait? Alors ils sont à 18 000. Et ils ont tous les moyens nécessaires. C'est cette question-là à laquelle il faut répondre. Donc ce qui fait que, est-ce que la nécessité de pouvoir protéger Beni aujourd'hui, ou les environs de Beni, ou dans ces périmètres problématiques aujourd'hui, ces poches d'insécurité, nécessite 18 000 hommes ou pas? Il me semble que la réponse est claire, non. Puisqu'il y a un mandat offensif qui a été donné à la MONUSCO à travers des équipes, enfin une entité, la brigade, venant des troupes de la SADC, à savoir les Malawi, la Tanzanie et la République sud-africaine, il aurait été utile que ces gens-là soient les seuls qui restent sur le territoire congolais pour pouvoir traquer éventuellement ces types de poches d'insécurité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça la grande difficulté. Ça, on a difficile à pouvoir s'entendre avec l'instance des Nations Unies, mais comme vous savez, ce sont des négociations qui prennent un certain temps. Ils ont une vision des choses qui n'est pas la nôtre, et les gouvernements font en sorte de pouvoir faire avancer les choses. On est dans ce processus-là. Mais c'est regrettable, et c'est même une souffrance pour toute la République ce qui se passe dans la partie Est. Qui peut être pour ce qui se passe dans la partie Est? Qui peut ne pas condamner ça? C'est tout à fait naturel que tout le monde condamne, l'unanimité congolaise puisse condamner. Ça fait mal, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos familles, c'est notre population. Donc c'est tout à fait à raison que les parlementaires notamment se sont saisis de la situation et qui proposent de pouvoir se déplacer sur place pour aller voir. Entre parenthèses, ça fait partie aussi de leurs prérogatives de pouvoir soutenir la population parce qu'ils représentent la population. Donc, ce qui est tout à fait normal, il n'y a pas quelque chose qui soit en dehors des règles dans ces dimensions-là, mais la situation est critique, elle est mauvaise, mais elle est confinée dans une partie de la République dont on sait pourquoi ceux qui apportent cette souffrance-là au niveau de la population les fait. Oui, Maître Guillaume, vous disiez tantôt que la MONUSCO a 18 000 hommes, mais on ne sent pas en tout cas les résultats de son travail sur le terrain. Mais de jeunes gens de la lucha, par exemple, qui vont
dans un bureau de la MONUSCO pour faire un sit-in et faire voir à la MONUSCO que vous êtes ici, mais apparemment on ne sent pas que vous menez un travail de qualité pour mettre fin à l'insécurité. Et ces gens-là sont malmenés. Ce n'est pas contradictoire que des gens qui vont quand même faire savoir à la MONUSCO, d'interpeller la MONUSCO, soient malmenés par la police. Non, monsieur Romance, il ne faut pas mélanger les choses. Ces pays, c'est un pays qui essaie de mettre en place les mécanismes démocratiques. Les droits de manifester, c'est un droit qui est consacré dans nos textes. D'accord? Mais il y a la procédure. Comment on fait pour manifester? On sollicite de l'autorité, notamment urbaine et tout ça, pour dire, voilà, nous, à telle date, on a envie de faire telle activité. Mais on ne se lève pas au matin au motif qui est bon, on a une passion, on a un problème, pour aller manifester de manière aussi désordonnée. Ça crée l'insécurité, c'est pas possible. Chaque fois qu'il faut manifester, on a vu des grandes manifestations dans ce pays, sans pour autant que ça soit défendu. D'ailleurs, c'est même encadré par la sécurité nationale, à savoir notamment la police. Mais simplement, il faut suivre les procédures. Il ne faut pas rester dans les sentiments au motif qu'on est pour, on est contre. Ça ne suffit pas. On ne pourra pas gérer ces pays sur base des sentiments. On doit gérer ce pays sur base des règles. Ces jeunes gens, ou ces groupes de gens, cette association, avait-elle l'autorisation de l'autorité pour pouvoir aller manifester, oui ou non? Si oui, il n'y avait aucune raison qu'on puisse empêcher à ce qu'ils puissent manifester. Sinon, donc voilà, ils ne pouvaient pas manifester, tout simplement. C'est l'un ou l'autre. Les droits fonctionnent comme ça, les règles de la République fonctionnent de cette manière-là. Il n'y a pas une autre manière de faire les choses. N'allez pas chaque fois dans les sentiments, parce qu'on aime X, on n'aime pas Y, et par conséquent, on tire les conséquences directes. Non, c'est pas bon. Dites-moi plutôt que ces gens-là ont obtenu l'autorisation en bonne et due forme pour aller manifester, mais malheureusement, ils ont été empêchés alors qu'ils avaient l'autorisation. Là, c'est notre débat. Mais ce n'est pas le cas. Non, le débat, ce n'est pas que la manifestation a été, disons, dispersée ou quoi là, mais le message qu'ils voulaient faire passer pour interpeller la MONUSCO, je crois que ça pouvait réjouir quand même les autorités pour voir que non, il faut quand même dans le même sens que nous. Oui, mais mais vous dites une chose et son contraire à la fois. Vous me dites que les parlements ont été saisis, les parlementaires qui sont la représentation de la population et tout ça, est saisi en train de faire les démarches dans ce sens-là. Tout le monde est au courant du message. Quel est ce message qu'on doit passer autrement que par les parlements notamment? Les parlements seraient-ils moins crédibles, moins autorisés et moins légitimes à faire cette démarche-là qu'un groupe de gens dans la rue sans autorisation? Il me semble que non. Il faut faire les choix. Qui peut porter le message de la manière la plus crédible possible, la plus structurée possible? Ce sont les parlementaires, parce qu'ils sont l'émanation de la population, ils sont la représentation de la population. Et par conséquent, je ne vois pas comment est-ce qu'on doit devoir sous-peser à la fois en disant oui, ils sont offusqués, ils sont en train de faire la démarche, ils veulent monter une commission, ils veulent aller sur le terrain, et en même temps dire oui, il aurait fallu aussi qu'on puisse entendre la voix de manière désordonnée, de manière chaotique, des gens qui n'ont pas eu autorisation pour pouvoir le faire. Ça ne se défend pas. Ok, Maître Guillaume Anjolo, je rappelle que vous êtes au cadre de l'ULDC, parti cher au ministre Raymond Tchoubananton Amoulongo. Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, nous sommes en pleine semaine d'image. Et la grande actualité de cette semaine, c'est entre autres l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui donne suite à la requête introduite par un groupe de députés nationaux pour interpréter les articles 70, 103 et 105. Et la requête, l'arrêt a été rendu public. Apparemment, ça n'a pas en tout cas plu à beaucoup de gens. Nous allons aller à la régie. On va entendre le point de vue de M. Albert Bombito, il est analyste politique. Pour lui, estime que cet arrêt ne va pas en tout cas arranger les choses et qu'il sent vraiment une agitation dans les milieux de certains collaborateurs du chef de l'État pendant que le chef de l'État lui-même est calme et que la population aura en tout cas les tout derniers mots. On va les suivre et puis on revient sur ce plateau avec vous pour que nous puissions en tout cas en débattre. Je pense qu'il est de bon ton dans le camp du chef de l'État qui se mettent autour de lui. Et qu'ensemble, n'est-ce pas, donc, ils puissent se préciser certaines choses. Si le chef de l'État précise ses véritables intentions, alors à ce moment-là, son camp saura exactement à quoi s'en tenir. Mais là, on voit d'un côté un homme calme, visiblement, qui se remet ses pieds, mais de l'autre, on voit à côté de lui des gens agités, qui vont dans tous les sens, et qui font des choses qui finalement ressemblent, comme on pourrait dire, à des provocations contre la population. On n'est pas encore à la fin du mandat.
pourquoi la majorité se précipite pour aller demander à la Cour constitutionnelle de rendre un arrêt. Et la Cour constitutionnelle, qui est constitutionnelle par son nom, devient comme une espèce de cour présidentielle, donc de la majorité présidentielle, et tombe dans ce piège-là. Je pense que ça commence à donner une image un peu à vivre comme dans un théâtre. Je crois qu'il faut mettre fin à cette situation. La présidence à vie, je pense que c'est un leurre, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, que la Cour constitutionnelle décide, que la majorité présidentielle s'agite, finalement, le décideur final, c'est le peuple congolais. Si demain, le peuple congolais se réveille vraiment comme un seul homme pour dire qu'il n'est pas d'accord même avec ce que la Cour constitutionnelle a décidé, je crois que la Cour va se plier. D'un autre côté, je voudrais quand même que les institutions quand même aient un peu de respect aussi pour nos populations. Si il y a un phénomène naturel, par exemple un tremblement de terre, qui arrive en RDC, s'il y a par exemple un état de fait, une guerre qui survient à laquelle on ne s'attendait pas, on peut comprendre, n'est-ce pas, qu'on arrive à des situations de glissement. Mais si ce ne sont que des questions d'intendance, des questions d'argent, si le gouvernement actuel estime qu'il n'est pas capable de mobiliser les ressources, n'est-ce pas, donc pour organiser des élections, mais qu'on confie ce gouvernement à des personnes qui peuvent se sentir capables de mobiliser ces fonds, parce qu'il n'y a pas que au RDC qu'on peut trouver les ressources pour organiser une élection. La communauté internationale est également disposée à intervenir. Une petite réaction par rapport à ce qu'Albert Bombito estime, que le président est calme et n'entreprend rien, mais on sent que c'est pratiquement dans la majorité présidentielle, dans son entourage, qu'il y a des actions qui sont menées pour faire en sorte que les élections ne se tiennent pas, pour priver en tout cas la population le droit de choisir un autre président à la fin du deuxième mandat du chef de l'État. Mais je laisse l'interprétation, l'autorité d'interprétation de ce que vous dites là à la personne qui aurait dit. Bon, je ne sais pas pourquoi cette personne ou ce monsieur dit ça. Bon, est-ce qu'il faut on parle de quoi? On parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on parle des analyses en dehors de l'arrêt. Si on parle des analyses en dehors de l'arrêt, donc nous sommes dans un pays démocratique où chaque personne a droit d'émettre un avis, peu importe lequel, qu'il soit fondé ou pas fondé, c'est son droit le plus naturel. On ne peut pas lui refuser ça, c'est la liberté d'expression. Tant que ça reste dans les cas de la loi, il n'y a aucun problème. Mais simplement, ça ne peut pas justifier qu'on puisse maintenant en prendre comme étant la ligne d'observation ou de discussion aujourd'hui ou les postulats de discussion. Non, il ne s'agit pas de ça. Si vous me posez la question sur l'arrêt, ok, voilà, c'était juste un petit commentaire. Vous estimez qu'il a la liberté de s'exprimer, oui, et que vous vous abstenez en tout cas à émettre un commentaire sur sa réaction. Maintenant, comment est-ce que vous avez accueilli cet arrêt? Est-ce que vous étiez surpris? Parce qu'avant que la Cour constitutionnelle ne puisse en tout cas se prononcer, il y a eu déjà des discours prononcés par des cadres de la majorité qui allaient pratiquement dans le même sens. Vous étiez sûrement bien informé avant que cet arrêt ne soit publié, que ça se passerait de cette façon-là, ou vous êtes surpris? Non, on ne peut pas dire les choses en ces termes-là. Monsieur Romance, c'est une question des droits. Et j'ai eu l'opportunité, 1001 fois, de passer sur des plateaux de télévision pour expliquer et débattre avec certains amis, certains collègues et confrères avocats sur l'interprétation que moi je faisais de ces textes. Il me semble tout simplement qu'un certain nombre de juristes étaient d'accord avec ce que je disais, y compris certains qui sont dans l'opposition. Et tous les éminents professeurs des droits constitutionnels, pour être précis, parce que c'est une spécialité particulière, ont eu quasiment la même interprétation. Et ceux qui ont participé aux travaux préparatoires du texte, notamment le professeur Mampouya, qui n'est d'aucun parti politique aujourd'hui, qui n'est d'aucune obédience. Aujourd'hui, c'est pour une attaque. Il venait d'adhérer récemment à la majorité présidentielle. Mais non, avec son parti politique. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que à l'époque où ça a été fait, on avait fait appel à lui comme étant une des références, parce que l'histoire est là. Et ceux qui ont fait appel à lui sont aujourd'hui dans l'opposition. Et parmi ces gens-là, beaucoup ont insisté. Vous savez, l'article 70, me semble-t-il, et je le dis sous le contrôle de ceux qui sont en train de suivre, notamment ceux qui ont participé aux travaux préparatoires, l'article 70 n'avait qu'un alinéa, simplement. Mais dans la discussion, ils ont compris qu'effectivement, on pourrait avoir une difficulté. Il peut y avoir un cas de force majeure qui fait qu'il soit difficile d'organiser les élections. On fait comment? Pour faire en sorte de garder les choses, les institutions en place de manière pérenne, de manière sérieuse, il aurait fallu qu'on puisse ajouter
un alinéa supplémentaire disant que les présidents en fonction libéreraient les sièges si un autre président est élu. Simplement. C'est pas compliqué. C'est tellement simple, c'est mathématiquement simple et juridiquement accessible à tous. On ne peut pas en faire un autre ou une autre interprétation. C'est la simple et seule interprétation. Dans la mesure où une légitimité acquise à un moment donné perd sa substance quand il y a une nouvelle légitimité. C'est ça l'esprit de l'article 70, alinéa 2. Et on ne peut pas changer cet esprit-là au motif qu'on a envie de devenir chef de l'État soi-même. Ça ne change rien. Il faut attendre qu'il y ait une élection, qu'au terme de cette élection, que la CENI se prononce de manière provisoire, à la suite de la CENI, que la Cour constitutionnelle confirme ce qui aurait été dit par la CENI, et en ce moment seulement, on a un nouveau chef de l'État qui, les cas échéants, devra reprendre la place de celui qui a... Maître Guillaume Manjolo, vous dites qu'il faut attendre que le nouveau président soit élu pour que celui qui est en fonction libère son poste, mais le calendrier de l'élection présidentielle, c'est constitutionnel. L'article 73 dit que 90 jours avant la fin du mandat du président qui est en fonction, la CENI est appelée, est obligée à convoquer l'élection de son successeur. Mais oui, voyez-vous, c'est pour ça qu'on doit attendre. C'est pour ça que j'ai fait sans qu'il y ait un délai. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait appel à l'article 70, alinéa 2. Dans la mesure où, je vais te dire, au moment où on préparait ce texte, il était prévu qu'on ne puisse avoir qu'un seul alinéa. Point. Mais simplement, on a compris qu'on peut avoir des cas de force majeure où il ne sera pas possible d'organiser les élections dans le délai imparti. C'est ce que je viens de dire avant, si vous m'avez suivi. Et finalement, il s'avère que nous sommes dans ces cas de figure aujourd'hui. Donc, l'esprit qui a présidé à pouvoir organiser ces textes prévoyait qu'effectivement, au cas où nous ne sommes pas en mesure de pouvoir réaliser ce qui est prévu à l'article 70.1, l'article 70.2 couvrirait. Nous sommes dedans. C'est ça la situation. Ce qui fait que quand vous faites appel à l'article 73, dit quoi? La CENI doit organiser les élections dans 90 jours précédant la fin du mandat. Très bien. Et la CENI est-elle prête pour pouvoir organiser les élections? Il me semble que non. Il me semble que non, elle l'a dit. Si la CENI n'est pas en mesure d'organiser les élections, Maître Guillaume Manjolo, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas parce qu'il y a un cas de force majeure. Quel est ce cas de force majeure qui fait que la CENI ne soit pas en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Très bien, on va maintenant énumérer les cas de force majeure dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Il me semble tout simplement que le premier calendrier électoral qui avait été proposé par M. Malou Malou, il y a 2 ans, était indigeste, n'était pas applicable. Faute de moyens, les ressources suffisantes, puisqu'il fallait dégager à peu près $1 milliard directement. On n'en a pas ces $1 milliards. On peut thésauriser par hauteur de 50, 100 millions, ainsi de suite et tout ça, mais $1 milliard d'un coup, c'est pas possible. Nous avons vu grand, beaucoup trop tôt, mais nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire. Premier élément. Deuxième élément, les fichiers électoraux. Problématique déjà en 2006, complètement problématique en 2011, et finalement aujourd'hui, insalubre. Insalubre. Dans la mesure où, et j'essaie de répéter, nous avons dans ces fichiers électoraux une série de personnes qui sont portées disparues aujourd'hui ou décédées, qui y sont toujours. Nous avons dans ces fichiers électoraux l'absence de la diaspora, l'absence de plus ou moins 8 à 10 millions des Congolais nouveaux majeurs. On fait comment pour les recenser et les introduire dans ces fichiers pour qu'ils puissent participer à l'élection? La légitimité d'une élection est liée à ceux qui y participent, à ceux qui accordent cette légitimité. Vous voulez les écarter au profit de quoi? Vous voulez aller beaucoup plus vite? Vous n'avez pas de moyens. Vous voulez qu'on puisse écarter tout le monde au profit de quoi? C'est pas possible. Autre chose encore. Ces mêmes fichiers, on a eu un problème de doublons, qui vous en souviennent. Même dernièrement, lorsqu'on a organisé le processus des élections législatives provinciales, on a eu un problème. Parce qu'on a trouvé qu'effectivement, la même personne pouvait se trouver sur 2, 3 circonscriptions électorales en même temps. On fait comment? Tout ça est à revoir à zéro. Et comment on fait pour revoir à zéro? Vu l'étendue du territoire, vu la difficulté de communication, vu tous ces éléments-là, l'OIF l'a rappelé, toute la communauté internationale le rappelle. Et d'ailleurs, la dernière résolution des Nations Unies, puisque vous êtes liés à ceux qui viennent d'ailleurs, l'œil international,
La dernière résolution des Nations Unies, 2277. 2277, dit quoi? 2277 n'a rien décidé du tout. Alors, rien. Appelez les bons juristes, ils vous diront. Ça n'a rien décidé du tout. Ça a recommandé. Je recommande qu'on puisse révisiter les fichiers électoraux. Je recommande que la CENI fasse ceci. Oui, je recommande que le gouvernement... Maître Guillaume, ma question était de pouvoir quand même démontrer à ceux qui nous suivent que nous sommes devant un cas de force majeure. Je vais en faire la démonstration. Je me rends compte que vous venez là d'énumérer des actions que certaines institutions devaient poser et qu'elles n'ont pas pu poser, peut-être volontairement. Parce que moi je pense que ces élections étaient connues. On savait quand on a élu le président en 2011 que 5 ans, on devait organiser les élections pour les prochains présidents. Donc on aurait dû commencer tout ça avant. On n'aurait dû pas attendre la veille pour penser qu'il faille réviser le fichier électoral, il faille penser à ceux qui sont morts. Il n'était pas question qu'on attende la veille pour, par exemple, poser le problème de financement. Si on l'avait posé bien avant, peut-être qu'on pourrait aussi trouver du financement, même à travers nos partenaires, qui ne demandent qu'à la CENI, par exemple, de publier un calendrier pour peut-être aider au financement. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui disent que tout ça, tous ces blocages-là, les processus ont été plombés, ont été bloqués sciemment pour arriver à la situation où nous sommes maintenant, où on nous dit non, on ne sera pas en mesure d'organiser les élections. Le président actuel doit avoir droit à des jours supplémentaires, à des mois supplémentaires, des années supplémentaires à la fin de son second mandat. Mais, Monsieur Romance, avec toute la considération que je vous dois, vous avez tout faux. Vous avez tout faux parce que tout simplement votre lecture est complètement en dehors du temps et en dehors de la réalité. Et je vais vous énumérer les éléments. Je vais vous aligner un chapelet d'éléments pour vous faire comprendre qu'effectivement, vous êtes en dehors du temps. Monsieur Romance, vous oubliez qu'en 2011, à peine au sortir de l'élection, on a eu des sérieux soucis dans ce pays. Les armes, à un moment donné, ont parlé. Pire encore, un mouvement rebelle, antérieurement éteint, si on veut, a fait sa renaissance en s'émuant. C'est les CNDP qui s'est mué en M23, qui vous en souviennent. Deuxième élément, toute la guerre qui a été faite contre Ngoyi Mulunda, à tort ou à raison, pour les uns et pour les autres, il fallait absolument tout révisiter. On a pris 3 ans avant d'avoir la loi électorale. 3 ans. C'est en 2013 qu'on a eu la loi électorale. Et comment voulez-vous mettre en place un mécanisme de financement qui soit lié au budget national sans avoir la loi? C'est impossible. Il ne faut pas rêver. Donc, vous, les journalistes, les faiseurs d'opinion, ceux qu'on suit, mais prenez la peine de faire votre travail normalement. Quand vous énumérez les facilités ou les mécanismes permettant de faire une élection, énumérez aussi tout ce qu'il y a eu comme aléas, difficultés pendant toute cette partie-là. Donc, la question que je pose à tous, si on avait estimé qu'à partir de 2011, on devait réunir plus ou moins 300 millions, encore fallait-il avoir la loi. On ne l'avait pas. Vous le tirez d'où? De quelle rubrique? Par rapport à quelle loi? Rien. Donc, il fallait attendre qu'on ait cette loi. Cette loi, nous ne l'avons eue qu'en 2013. Maintenant, oui, mais je continue parce que tout simplement, ça vous paraît être en dehors du temps. Très rapidement, parce qu'on n'a pas toujours tout le temps, en tout cas, de pouvoir tout énumérer. Voyez-vous, quand vous êtes dans le mur, et là, dans les cordes, vous voulez me retirer la parole. Non, je dois continuer pour pouvoir expliquer. Mais simplement, donc, on a eu cette difficulté-là liée à la CENI. Finalement, on a eu Ngoyi Mulunda qui a proposé un calendrier. Les partenaires dont vous parlez, j'ai vu encore M. Nanga solliciter leur appui. Mais ça ne vient pas. Ils sont là avec des propositions grandiloquentes et des promesses impossibles. Et finalement, lorsqu'il faut passer à la caisse, personne ne passe à la caisse. On vous parle de oui, la Belgique pourrait donner 10 millions, l'autre pourrait donner 1 million, 2 millions et tout ça. Mais pour atteindre 1 milliard, on fait comment? On fait comment? C'est sur base de ces 10 millions-là qu'on va faire une élection? C'est impossible. Il nous faut 1 milliard. Il n'y en a pas. On fait comment? Il faut chercher des ressources. Alors, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, au terme à la fois de la difficulté, je vais chuter là-dessus parce que c'est nécessaire, au terme à la fois de la difficulté qu'on a eue avec les M23, cette difficulté de laquelle on tire l'accord cadre qui nous impose à faire un dialogue pour avoir maintenant des élections apaisées parce qu'on tient compte de tous ces problèmes-là. Et monsieur Romance, les dialogues actuels tirent sa substance de tout ce que je viens d'énumérer ici, de sorte à ce qu'avoir des élections apaisées, paisibles et transparentes qui ne peuvent pas produire encore des conflits à leur terme. C'est ça, au fait.
Donc on ne peut pas passer outre pour faire plaisir aux gens qui ont des ambitions démesurées, qui se voient déjà calife à la place du calife et tout ça. C'est pas comme ça doit fonctionner. Bon, Maître Guillaume Angiolo, le président actuellement en fonction va rester en place jusqu'à quand? Oui, mais... Et pour qu'on puisse entériner, disons, cette démarche-là, qu'il ait droit à aller au-delà de son mandat, vous dites qu'il faut passer par les dialogues. Et dans ces dialogues-là, on va faire quoi? On mettra entre parenthèses la Constitution, on va mettre une Constitution de la transition. Comment, très rapidement, dites-nous un peu comment ça va se passer. Très rapidement, tout ça se passe sous l'autorité de la communauté internationale. On tire la substance du dialogue de l'accord cadre signé dans les cadres des Nations Unies. Ce n'est pas une activité qui est liée au chef de l'État, au gouvernement congolais seul, c'est lié à un consensus international. Il a été admis par tous de signer un accord, l'accord cadre. Cet accord cadre, pour pouvoir pacifier la RDC, permettre à ce que par la suite, on puisse avoir des élections apaisées. C'est dans l'accord cadre. Alors, pour mettre ça en œuvre, on a mis en place les mécanismes de suivi de l'accord cadre. Ça existe dans ce pays. Ces mécanismes servent à quoi? Qui est admis par tous? Il est là, il émarge au budget national, et c'est une réalité. Bon, de ces mécanismes, maintenant, c'était pour faire quoi? C'est pour pacifier la RDC, pour suivre les réglementations ou les règles ou les résolutions qui avaient été retenues par les Nations Unies et qui doivent être mises en œuvre par la RDC. Et ensuite, il y a le dialogue. Le dialogue qui est fixé par les chefs de l'État, mais qui tire sa substance de cet accord cadre. Et d'ailleurs, c'est dans l'ordonnance. Alors, la communauté internationale nous regarde en disant, voilà, nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus. Pour faire des élections apaisées, je rappelle la résolution 2277, il faut absolument faire ça, ça, ça. Et tout ça qui est demandé, c'est dans le cadre du dialogue qu'on aura ça. Et le dialogue est composé de toutes les tendances politiques de ces pays, y compris la société civile. Alors, au terme de ce dialogue, il y aura un consensus qui nous permettra de dire, dans l'entre-deux, on fait quoi? Dans l'entre-deux, entre les moments où les mandats actuels du chef d'État s'arrêtent et la continuité qui lui est dévolue aujourd'hui par l'interprétation de l'article 70, jusqu'à ce qu'on puisse avoir un autre chef de l'État, pendant ce temps-là, on fait quoi? Et combien de temps il faut? Nous aurons l'expertise de la CENI et des apparentés. Tous les techniciens des activités des élections seront appelés à venir nous soutenir, nous donner leur éclairage. Et puis au terme de ça, on fixera les délais éventuels de manière consensuelle. Vous voyez l'UDPS qui est le partenaire direct, qui va tout naturellement co-présider ces dialogues, dire que non, on va donner un blanc-seing. Non, c'est pas possible. Ça sera consensuel. Ok, Maître Guillaume, nous allons donner la parole à André Alain Atundu Liongo, qui au cours d'un point de presse de la majorité présidentielle, en tout cas, estimait que si le dialogue ne commence toujours pas, c'est la faute à l'opposition. On va les suivre. C'est par un hommage pathétique et mérité à Papa Wemba que le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu Liongo, a ouvert sa communication devant la presse. Cet artiste, selon lui, qui durant toute sa vie a lutté pour l'unité du continent africain, la cohésion nationale et la reconnaissance universelle de la musique africaine. Ensuite, très vite, la politique a repris ses droits avec en prime les dialogues et élections à venir. Des sujets politiques préoccupants de l'heure. S'agissant du dialogue politique en RD Congo, l'ambassadeur Atundu a semblé rejeter toute la responsabilité du blocage à l'opposition. Tous ceux qui ont la passion de la République démocratique du Congo se posent à juste titre la question du retard de la mise en place du comité préparatoire, pourtant annoncé par le facilitateur, et du démarrage effectif du dialogue. À la demande du facilitateur international, M. Edem Kojo, pour ne pas le citer, la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile devaient donner chacune, en ce qui la concerne, la liste du comité préparatoire, soit 12 pour la majorité, 12 pour l'opposition et 6 pour la société civile. La majorité présidentielle s'est promptement exécutée en donnant dans le délai imparti le nom de 12 personnalités. La situation au sein de l'opposition, véritable responsable du blocage que nous déplorons tous, est beaucoup plus complexe. Plusieurs explications plausibles sont évoquées pour comprendre le blocage du processus du dialogue dans sa phase actuelle. Quant aux élections, le porte-parole de la NP, fidèle à sa logique,
à charger une fois de plus l'opposition. Par ailleurs, Alain Atoundou a rappelé à la presse que la majorité présidentielle croit à une démocratie qui préserve l'ordre public, la moralité et les droits d'autrui. Oui, bon, Maître Guillaume, on sent vraiment que ce dialogue-là tire en longueur. Vous dites que tout va se régler au niveau du dialogue. Et vous n'êtes sans oublier qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui ne s'inscrit pas en tout cas dans ce schéma du dialogue, qui semble s'inscrire dans le schéma, par exemple, recommandé par Henri Movasakani aux militants du PPRD le 24 avril, dire qu'il faut appliquer l'article 64, faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la présente Constitution. Maintenant, que faire s'il y a des gens qui ne s'inscrivent, continuent à ne pas s'inscrire dans ce schéma du dialogue et qui prennent plutôt l'application de 64? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, mais je pense que là... Mais très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup. Il faut articuler les choses. Oui. Le porte-parole de la majorité présidentielle, l'ambassadeur Atoundou, j'étais là, Oui. comme communicateur de la majorité, j'étais présent. Oui, Ce qu'il a dit est censé, est normal, et c'est le bon sens même. oui. Lorsqu'on a eu les facilitateurs à Kinshasa, il avait pour mission d'avoir les listes des parties prenantes au dialogue, c'est-à-dire une liste de la majorité présidentielle, des 12 personnes, d'autres personnalités pour y participer, une liste des 12 personnes de l'opposition et une liste de 6 personnes de la société civile. Le surlendemain, la majorité présidentielle a présenté sa liste. Et par la suite, la même presse qui est la vôtre nous a sorti dans les journaux, à la télévision, 2 listes de l'UDPS, venant de la même famille biologique, l'une portée par Christian, l'autre par Félix. Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème qui ont été présentés aux facilitateurs. Oui. En plus de ça, il y a maintenant une autre démarche, c'est-à-dire que l'évaluation du caractère opposition dans les chefs de l'UDPS. C'est l'UDPS qui estime que tel est opposant, tel ne l'est pas. Ils sont dans leur discussion. La grande difficulté dans ce pays qu'on a, c'est notamment à pouvoir identifier qui est vraiment opposant, qui ne l'est pas. Bon, au-delà de ces débats-là entre UDPS et ses autres partenaires de l'opposition, UDPS semble en tout cas détenir, je ne sais pas, un thermomètre pour mesurer la température oppositionnelle d'un individu ou d'un parti. Revenons à ma question très rapidement, Maître Guillaume Manjolo. L'UDPS accepte le dialogue et va avec vous, avec Simbika et Bitakwira, vous mettre en place une transition avec un partage équitable, équilibré du pouvoir comme après Sun City. Mais il y a la dynamique, il y a les G7 et les autres qui ne s'inscrivent pas. Vous faites quoi? Écoutez, personne n'a exclu qui soit de venir au dialogue. Si les gens s'excluent eux-mêmes et par la suite ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, ils savent tout simplement que le seul processus qui est aujourd'hui soutenu par la communauté internationale, c'est le dialogue. Si vous avez notre processus qui est le vôtre, qui n'est pas soutenu par la communauté internationale, ça n'a aucun intérêt. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est d'être... Vous savez, l'UDPS avait refusé 2006. Mais on a continué à fonctionner. Mais le plus sérieux des problèmes, le plus grave des problèmes, le plus critique des problèmes, c'est quoi? C'est que au niveau de l'opposition, personne n'a la lecture exacte qui est opposant, qui ne l'est pas. Premier élément. Deuxième élément, à ce jour, qui est le patron de l'opposition? Alors que les principes aujourd'hui qui gouvernent la République prévoient un dispositif d'une autorité représentant l'opposition. Ont-ils été en mesure de s'entendre depuis 10 ans? Depuis 2006. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat n'ont jamais convoqué cette plénière-là. Et alors, la faute à qui? La faute à la majorité? Vous êtes incapables, enfin ils sont incapables, pas vous, ils sont incapables de s'entourer des conseillers, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il faut comme mécanisme pour permettre à ces gens-là de pouvoir s'en sortir, de parler d'une seule voix. Aujourd'hui, il y a combien de candidats? J'ai entendu l'hymne à la candidature unique pendant très longtemps, et finalement, un sort du bois en disant « moi je suis candidat », l'autre dit « non, moi je suis candidat ». Mais la majorité aussi n'a pas encore son candidat. Mais non, puisque vous comptez sur le glissement ad vitam aeternam. Il me semble que la majorité a eu un seul candidat en 2006, un seul candidat en 2011. On n'a pas de problème de cette nature-là. Simplement parce qu'on a une autorité morale derrière laquelle on se trouve tous. On peut avoir nos difficultés, nos tensions et tout ça. Quand il a donné les là, tout le monde se plie. Mais en face, il y a quoi?
En face, c'est les Capharnaüm. Il n'y a Mais rien. organiser les élections en 2016 ici, On va il y a aller. les délais On sera. Non, pour mais- voir s'il n'y aura pas un candidat unique au sein de Non, l'opposition. là, vous tombez dans les burlesques, mon cher monsieur Romance. Non, les élections seront organisées en temps, en regard des dispositions et des nécessités, des éléments requis pour faire des bonnes élections. Ok, tout simplement. ok, vous Mais parlez... mettez-nous en face un candidat, qu'on ait un seul candidat. Voilà, vous parlez des multiples des candidatures. Bon, il y a Moïse Katumbi aussi qui est candidat. Fayoulou, Qui a Fayoulou, il y a Kamere. Tshisekedi. Bon, Bemba aussi attend sa libération si Bemba jamais, il sera si aussi jamais candidat. intervenait. Il peut aussi candidat. Voilà, il peut être là où aussi il se trouve. candidat. Oui, il peut être Moi candidat. aussi, je peux être candidat Bien sûr. indépendant. Non, de l'opposition. Non, indépendant. Ok. Bon, nous parlons maintenant de Moïse Katumbi qui a déjà annoncé sa candidature, qui a en tout cas maille à partir avec la justice. Nous allons suivre en image un peu le péripétie de son déplacement de sa résidence jusqu'au palais de la justice de Lubumbashi pour être entendu. Et on a constaté en tout cas beaucoup de violence. Et même son frère a été blessé. Lui-même a dit qu'il a été pas tabassé par les forces de l'ordre. On va suivre très rapidement les images qui nous ont filées nos confrères du vrai journal de Peter Tiani. Deuxième jour d'audition.